Ça va comme ça? On m'entend bien? Bon, alors j'espère que vous êtes bien assis. La climatisation est minimale. Si vous avez les moindres problèmes, il y a un médecin dans la salle qui peut vous ramener en cas de problème. Hein. Bon, voilà. Alors, si je suis ici, c'est pour vous donner des concepts et des définitions. Alors, ça va être un petit peu aride, mais je suis habitué à donner des choses arides en mettant un petit peu de sucre au-dessus pour que ça passe quand même. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Alors, voyons tout d'abord. Ah, il faut que ça marche ici, ça. Elle ne veut pas. Ah, comment on avance? Alors, grosse question. Ah, voilà. C'est celui-là là-bas. Bien. Première chose qui me paraît essentielle de rappeler, si besoin en est, c'est que pour développer une politique migratoire, et on l'a signalé hier au niveau du secrétaire d'État, il faut, je vais dire dorénavant, parce qu'on ne l'a pas toujours fait dans le passé, il faut essayer de se baser sur des données objectives, sur des évidences. En anglais, on dit evidence-based policy. Il faut vraiment pouvoir dire des choses dont on a un soutien en termes de chiffres pour être sûr. Qui plus est, si on introduit un changement, il faut être capable de mesurer si ce changement a été effectif. Parce que si vous essayez de changer quelque chose et que vous ne vérifiez pas que ça a eu un effet positif, vous ne pouvez même pas redresser la chose si elle n'est pas bonne, et ainsi de suite. Donc, pour moi, les statistiques font partie inhérente du développement d'une politique migratoire. Et c'est d'ailleurs une des tâches de l'Observatoire national des migrations qui vient d'être mis sur pied. Mais ces statistiques, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un chiffre donné comme ça, paf, hein, et je prends toujours le chiffre 1 million de Libyens en Tunisie, paf, voilà. Donc, ça apparaît dans les médias, mais quand on cherche cette même valeur dans les statistiques, Nadia vous le dira, on ne le trouve pas. Bon. Donc, un chiffre qui va être donné comme une statistique, il doit tout d'abord être fiable. Qu'est-ce que ça veut dire fiable? Ça veut dire que ce n'est pas un chiffre bon à la 3e décimale près, parce que ça, il est certainement faux, mais c'est un chiffre qui donne une estimation correcte. Moi, je préfère une bonne estimation qu'un chiffre avec 3 décimales. Tout le monde sait que toutes les statistiques, si on met des chiffres qui vont jusqu'à 82, le 82, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Hein, ça, c'est clair. Ce qui compte, c'est d'avoir une estimation fiable. Et peut-être qu'on va devoir aller la chercher en composant différentes choses. Donc, une estimation fiable pertinente, il ne s'agit pas d'avoir des indicateurs sur le nombre de choux-fleurs par mètre carré pour discuter de la migration. Il faut avoir des choses qui réellement veulent dire quelque chose. Et nous servent dans la prise de décision politique. Ça, je crois que c'est fondamental. Nous devons chercher des indicateurs appropriés. Et pour ça, il y a une écoute mutuelle. On a discuté bien largement hier pendant la journée sur la problématique. Dans cette problématique, on a besoin de soutenir en termes de statistiques. Lesquels sont les indicateurs les plus appropriés? Voilà. Donc ça, c'est pertinent. Cohérent. Il n'est pas question d'arriver avec 3 chiffres pour la même chose. Comment voulez-vous qu'un journaliste qui, regardant sur Internet, tombe sur 3 chiffres différents, puisse prendre une décision? Il va laisser tomber. D'accord? Donc, un politicien, la même chose. Il faut un chiffre pour une chose, et donc une estimation fiable. Et enfin, comparable, ça veut dire que si je vais discuter avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, il faut qu'on parle de la même chose. Il faut donc que les concepts soient comparables et qu'on rentre dans une logique internationale. Donc ça, ce sont les 4 caractéristiques essentielles d'une statistique migratoire, en plus de sa disponibilité, puisque ça, c'est un préalable. Il faut tout d'abord qu'elle soit disponible. Alors, on va voir. On est en bon sens. On va redémarrer sur la session d'hier, où notre amie Alice, hein, je le dis bien, je ne vois pas où elle est. Enfin, elle est là? Oui, oui. Oui, oui. Donc, où notre ami Alice a montré tous les concepts et définitions que eux, en tant que lawyers, hein, hommes de loi, utilisent. Mais dans le sens de la protection et tout ça, donc il y a vraiment une orientation. Nous, on travaille en tant que statisticiens, et au départ, je vais même prendre une distance encore plus grande. J'imagine un martien qui a une longue vue et qui regarde ce qui se passe sur la Terre sans pouvoir intervenir avec les gens sur la Terre, comme nous on fait sur les autres planètes. Si on trouve des martiens, on va dire qu'est-ce qu'ils font, hein? Ou si vous avez des animaux à qui vous ne pouvez pas poser de questions, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se comportent. Eh bien, on va essayer de voir
ces concepts de déplacement, de migration et d'espace de vie. Voilà. Le martien, il a repéré un terrien et il essaye de le suivre. Hein? Alors, il essaye de voir. Et il voit que le martien, le terrien, il bouge et il va quelquefois à un endroit sur la gauche, puis au-dessus, puis il fait un petit détour sur la droite et ainsi de suite. Et petit à petit, il essaye d'identifier dans sa théorie quels sont les endroits où il va. Et il en déduit que ce terrien, il a des amis qui vont rendre visite, il va à son travail tous les matins, il envoie ses enfants à l'école, il a des lieux où il va jouer et faire un peu de sport, où il fait du shopping. Hein? Et ça, c'est la vie, c'est l'espace de vie du terrien vu par le martien. Il n'a pas posé des questions au terrien, mais il a vu ça. D'accord? Alors, il commence à étudier plus en profondeur, il décide de faire une thèse de doctorat là-dessus, et puis il fait des suivis, et il a la chose suivante. Il trouve à un moment donné un terrien qui fait un truc un peu bizarre. Regardez celui-là. À un moment donné, le terrien a changé son comportement. Et le point qui est en bleu arrondi, là, à gauche, s'est déplacé pour aller vers la droite. Et alors, le martien, dans son concept à introduire dans sa thèse de doctorat, appelle le point bleu le domicile, je vais dire mieux, le chez-soi. C'est un terme qui est utilisé dans toutes les langues. Et home, thuis en néerlandais. Dans toutes les langues, il y a un terme qui dit ça c'est le chez-moi, c'est où je suis. C'est là que j'ai mes centres d'intérêt, c'est là que je passe le plus longtemps ma vie, ainsi de suite. Eh bien, ce terrien que vous avez là devant vous, il a changé d'espace de vie. Il est passé d'un endroit à l'autre. L'espace de vie d'un individu, c'est l'ensemble des lieux qu'il fréquente avec un lieu central qui est son lieu de résidence habituelle. Voilà. Ça, ce sont des concepts généraux, ce n'est pas des définitions, c'est essayer de voir ce qui nous intéresse. Et donc, ce terrien-ci, pour moi, il a fait une migration. Il a changé d'espace de vie. Ça, c'est de façon la plus générale possible ce qu'on appelle une migration. Tous les autres petites flèches, ce sont des déplacements. Le changement que vous voyez là avec la grosse flèche, c'est une migration. Bon, maintenant, il faut opérationnaliser ça. Ce n'est pas suffisant de dire que ceci, c'est une migration. Alors, on va tout d'abord faire une différence fondamentale. Et là, j'attire vraiment l'attention de tout le monde. C'est une différence majeure. Ce n'est pas un petit truc. Entre ce qu'on appelle un flux et un stock. Un flux, comme on dit, le dit le mot, c'est des choses qui passent. Ça veut dire que ça s'observe sur une période donnée. C'est le nombre de bateaux qui est rentré dans le port de Tunis pendant l'année. C'est le nombre de voyageurs dans l'avion, dans le train. C'est le nombre de choux-fleurs qui ont été vendus pendant une année donnée. Donc, on a une période d'observation. On fait marcher la vidéo, et la vidéo nous permet de compter les choses. Elle compte un flux. Et on va compter des flux de migration internationale, de migrants internationaux. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas à un moment donné, que l'on regarde sur le temps. Généralement, c'est sur une année qu'on fait des statistiques. On fait un flux sur une année. Mais on pourrait très bien, pour des phénomènes plus rapides, comme les passages de frontières, le faire par mois. Au ministère de l'Intérieur, ils produisent des flux par mois sur le passage des frontières. Un stock, c'est pas la vidéo, c'est la photo. On fait sortir tout le monde de la maison et on prend la photo, comme un recensement. Quand on fait un recensement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met devant tout le monde devant la maison, on fait la photo. Et puis on publie la photo. Donc, un recensement, il donne un stock. Un stock, c'est la photo. C'est ce qu'on met dans un journal, des choses comme ça. Donc, bien faire une différence. Que la photo, elle est prise à un moment donné. C'est un instantané. Tandis que le flux, c'est sur une période. Donc ça, c'est des choses qui vont être derrière tout mon exposé et mélanger et mettre le migrant d'un côté ou de l'autre et ainsi de suite. Là, on va avoir des problèmes monstres. Donc, il faut vraiment parler clairement de ce que l'on fait. Alors, les flux. Eh bien, les flux, quand on parle de migrants, on va dire après ce que j'entends par migrants, mais au moins, je ne sais pas si vous savez dire facilement, là, parce que c'est un peu flou. Donc, il y a tout d'abord la distinction entre ceux qui entrent et ceux qui sortent, qui est très différent. Les immigrants et les émigrants. Donc, entrer ou sortir. Et puis, il y a une grande différence entre le fait que ceux qui entrent et ceux qui sortent sont des nationaux ou ne le sont pas. Donc, vous avez finalement 4
catégories qui vont faire l'objet d'une politique peut-être très différente. Les immigrants étrangers, ce sont les étrangers qui arrivent dans votre pays. Les émigrants étrangers, ce sont quand ils retournent, donc c'est le retour de ces gens qui sont venus chez vous. Les immigrants nationaux, mais avant ils ont été émigrants nationaux, donc ce sont vos expatriés, et puis vous avez les immigrants nationaux, c'est le retour. N'oubliez pas une des 4 catégories. Chaque catégorie a son importance. Et quand on met l'accent, généralement les politiques s'intéressent de 2 choses, les immigrants étrangers et les émigrants nationaux. Mais il y a les retours dans les 2 sens, il ne faut pas les oublier. Alors pour les stocks, je dis relatifs à la migration. Ça veut dire, on dira quelquefois issus, ou en anglais, with migration background. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir avec la migration. Les stocks, ce n'est pas des stocks de migration, c'est des stocks de gens, ce sont des gens qui ont expérimenté, qui ont fait des choses avec la migration. Eh bien, on en a, par exemple, 3 catégories importantes. La population étrangère qui est dans le pays, si elle est dans le pays, c'est qu'elle a fait probablement une immigration ou que les parents ont fait une immigration, ainsi de suite. Les nationaux vivant à l'étranger, la fameuse diaspora dont on a parlé hier, qui ont soit fait l'immigration ou dont les parents ont fait l'immigration. Et enfin, les nationaux qui résident dans le pays, ça ce sont les Tunisiens qui vivent en Tunisie, ça c'est évidemment tout l'autre groupe. Je n'ai pas mis la 4e catégorie, qui sont les étrangers qui résident à l'étranger, parce que ça c'est le monde entier. Hein. Ça va? On va quand même pas regarder le monde entier. Voilà, donc ça ce sont les stocks et les flux. On va travailler tout d'abord sur les flux. Hein? Alors, si je regarde les définitions internationales, la définition de base, c'est le migrant international. On parle de migrant international. On est donc sur la perception d'un flux. Un migrant international, c'est lié à un flux. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui change de résidence habituelle. Ça, c'est la définition de base. Changer la résidence habituelle, c'est-à-dire un événement à un moment donné. Donc le migrant, c'est un événement à un moment donné. C'est quelqu'un qui fait quelque chose à un moment donné. Il change de résidence habituelle. Ça, c'est la définition de base dans les recommandations des Nations Unies. Ce qui veut dire que pour définir le migrant, il faut tout d'abord que je définisse la résidence habituelle, puisque c'est ça qui est derrière. C'est pour ça que je vous ai montré les petits dessins avant, parce que ça vous donne une idée de ce que doit être cette résidence habituelle idéalement. Alors, quelle est la différence entre une migration internationale et un migrant international? C'est pas très différent. C'est tout simplement qu'une chose, c'est l'événement, et l'autre, c'est l'individu qui le fait. Donc, un migrant international, c'est quelqu'un qui fait une migration internationale, point. Hein? Alors, actuellement, les Européens ont découvert ce qu'était un migrant. Je ne sais pas si certains ont compris qu'un migrant, c'était quelqu'un qui était à moitié grand, hein, un migrant, vous voyez, hein, ça pourrait être comme ça. Dans des pays comme le Rwanda, les Tutsis, par exemple, il n'y a pas de migrants, parce qu'ils sont tous des grands. Hein. Les Peuls, ils sont grands aussi, hein, donc ça va. Hein. Alors, je continue peut-être dans ce sens-là pour un peu réveiller ceux qui sont endormis. Les migrateurs, ce sont des gens qui se grattent qu'à moitié. Ça va? Les migrateurs, hein, ça va? Bon. Ça, c'est... Tu t'en vas déjà? Ah, je pensais que tu étais impressionné. Que nous allions nous gratter comme ça. Non. Les migrateurs, ce sont ceux qui se grattent à moitié. Bon. Alors, je vous dis tout de suite qu'une personne peut être plusieurs fois migrant, hein, puisqu'elle peut faire plusieurs migrations. Que quelquefois, des personnes qui font une migration aller-retour, ils ne se perçoivent pas comme des migrants parce qu'ils sont partis et revenus de voir. Donc, il faut être très prudent quand on utilise les termes migrants. Pour le moment, moi, un migrant, c'est quelqu'un qui fait une migration internationale, point. Alors, le pays de résidence habituelle, parce que je pourrais parler du lieu de résidence habituelle dans un pays, mais on va aller directement au niveau des pays puisqu'on est dans la migration internationale. Donc, c'est une personne qui est, le domicile habituel, c'est défini pour un recensement. C'est là qu'on a trouvé la définition de base. Parce que le recensement, il prend la photo des gens à l'endroit où ils se trouvent à ce moment-là. Et c'est alors qu'on fixe leur résidence habituelle. Mais la résidence habituelle, c'est quelque chose qui change. Et dans les pays européens, où il y a ce qu'on appelle des registres de population, on enregistre tous les changements de la résidence habituelle. Et je suis certain qu'il y a des systèmes semblables au niveau de la Tunisie, parce que administrativement, on doit savoir où vivent les Tunisiens pour pouvoir les contacter. Donc il faut pouvoir les suivre au niveau de la sécurité, de la police et ainsi de suite. Donc, alors, il y a 2 recommandations, et c'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est que pour
décider de la résidence habituelle, on regarde bien sûr, on prend un délai de 12 mois, mais les Nations Unies, dans leur définition 1.463 dans leur volume que vous pouvez retrouver, il y a deux définitions qui sont proposées. Et ça, c'est un peu embêtant, mais ils ont été obligés de faire un consensus. Alors, la première, c'est de dire qu'il faut que la personne ait été là pendant les 12 derniers mois. Donc, dans les 12 derniers mois, et on ne compte pas, bien sûr, les périodes de vacances, de travail, les pèlerinages et tout ça, ça, c'est pas compris. Il faut que pendant les 12 mois, il ait vécu dans cette... ou qu'il ait l'intention de rester 12 mois. Donc, on regarde aussi dans le futur. Mais il y a une autre façon de voir les choses. C'est de dire, cette personne vit dans ce lieu la majorité de son temps pendant les 12 mois en question. Ce qui est pour moi beaucoup plus effectif. Parce que, avec la mobilité actuelle, pour rester 12 mois dans un endroit, par exemple, on a parlé hier des migrations circulaires, ces gens-là, ils ne sont jamais 12 mois dans un endroit. Parce qu'ils reviennent, ils partent et ainsi de suite. Donc, dans l'état de la mobilité actuelle, il vaut mieux parler de là où on passe la majorité de son temps que de dire j'impose qu'il y ait 12 mois. Mais malheureusement, l'Europe est encore restée sur les 12 mois et la définition des migrations est encore sur le 12 mois. Moi, je préfère, je ne vous dis pas tout de suite, pour des raisons de modernité, la deuxième. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est là où vous usez le trottoir. C'est là où vous allez au magasin. C'est là où vous allez à l'école. C'est là où vous allez à l'hôpital. Et là où vous allez le plus souvent. Donc, c'est là où vous avez des droits et des devoirs. C'est là votre résidence habituelle. Et lorsqu'un migrant part 9 mois en France et revient 3 mois au pays, il est résident habituel en France, même s'il n'est que 9 mois et qu'il revient. Un étudiant qui part 10 mois ou 11 mois sur 12, d'après la définition des 12 mois, il n'est pas migrant. Pour moi, il est migrant parce qu'il passe la majorité de son temps dans un pays et ce pays doit en tenir compte dans ce qu'il demande et ce qu'il donne à cette personne. Donc c'est en liaison avec ce que vous demandez, ce que vous offrez. Et donc, c'est bien là où vous êtes le plus souvent. Un Européen, un Anglais qui va passer 8 mois de sa vie aux Baléares ou aux Canaries, il est résident des Baléares et des Canaries. Et c'est à l'hôpital de cet endroit-là qu'il va avoir des problèmes, ou éventuellement aux pompes funèbres s'il doit être rapatrié dans ce pays. C'est celui-là. Hein. Vous savez que la meilleure des professions actuellement aux Baléares, c'est pompes funèbres. Hein, parce qu'il faut pour envoyer tous les Anglais chez eux quand ils décèdent sur place là-bas après une crise cardiaque. Donc, ça c'est vraiment, c'est assuré ça. Allez, on continue. Alors, donc, on voit tout de suite qu'il y a une dimension temporelle. Hein. On sent qu'il faut définir le temps. Et donc, choisir une durée minimale. Ou alors ce critère, comme je vous l'ai dit, de durer le maximum de là où vous êtes. Et au plus je prendrai une courte durée, au plus je vais compter de migrants. C'est tout. Hein? Si vous dites on est migrant après 3 mois, ben vous en avez beaucoup plus que si vous dites on est migrant après 1 an. Donc, il faut savoir que la durée de séjour est véritablement quelque chose d'important. Or, cette durée de séjour, comment l'obtient-on? Eh bien, souvent, en demandant aux gens combien de temps avez-vous l'intention de rester ici ou des choses comme ça. Et ça, c'est dû à du subjectif. Allez demander à un demandeur d'asile combien de temps il espère rester dans le pays où il arrive, il va vous dire « Oh, beaucoup ». Allez demander, dans l'autre sens, à un émigré national combien de temps il va rester à l'étranger. « Oh, pas beaucoup ». Donc, la subjectivité des réponses très importante. Il y a des systèmes qui permettent de vérifier l'objectivité de la durée de séjour. Et par exemple, le passage des frontières. Au passage des frontières, on sait savoir combien de temps la personne est restée à l'étranger ou est revenue. Donc, il ne faut pas oublier que selon les sources, on va avoir des données objectives ou subjectives et qu'il faut en tenir compte. Alors, on retourne dans les Nations Unies et dans les définitions, non pas de recensement pour la résidence habituelle, mais de la migration, ou plutôt, comme je vous l'ai dit, du migrant. Qu'est-ce qu'un migrant? C'est une personne qui se rend pour 12 mois dans un autre pays. Voilà. Donc, dans cette définition, on a retenu que la modalité 12 mois. D'accord? Mais, pour moi, elle va devoir être vue progressivement, parce qu'avec la mobilité croissante, on ne pourra jamais dire que... D'ailleurs, la plupart des pays ont des difficultés de mettre ça en œuvre, je ne vous cache pas. Hein. À un moment donné, on m'avait dit qu'il y avait que Aruba dans les Caraïbes qui suivait exactement les définitions des Nations Unies. Donc, tous les pays éprouvent des difficultés d'identifier et d'appliquer cette règle des 12 mois. Et il y a une règle parallèle, un corollaire, qui dit que si vous y allez pour 3 mois, vous êtes un migrant de courte durée.
Ça, c'est les définitions de base des Nations Unies. 12 mois et 3 mois, qui permet d'ailleurs notamment de voir les migrants saisonniers. Alors, moi je propose des critères précis. On est donc devant un immigrant international, donc quelqu'un qui arrive dans le pays, un immigrant international, quelqu'un qui fait une immigration internationale. La première chose qu'il doit faire, c'est franchir une frontière nationale. On est d'accord? Il doit rentrer dans le pays par un poste frontière. Deuxièmement, il faut qu'à ce moment-là, il soit résident d'un autre pays. Donc sa résidence habituelle était dans un autre pays. Et troisièmement, il faut qu'il souhaite transférer sa résidence habituelle dans ce pays-ci et y être au moins présent la majorité du temps dans les 12 mois à venir, ou la totalité des 12 mois selon le choix des 12 mois ou des deux définitions. Ça, c'est un immigrant. Et les migrants, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui sort du pays en passant un poste de frontière, et j'appuie là-dessus parce qu'on va mettre d'évidence les passages de frontière. C'est un résident habituel de Tunisie, et il désire transférer sa résidence habituelle à l'étranger pour au moins 12 mois, ou la majorité du temps dans les 12 mois à venir. Voilà la définition d'un immigrant et immigrant international, en même temps d'une émigration et d'une immigration internationale. Ce sont des événements, et ce sont les individus qui expérimentent les événements. Je remarque directement que pour identifier le migrant, le motif n'est jamais pris en compte. D'accord? On ne dit jamais, il le fait pour un emploi, il le fait pour des études, c'est une autre dimension. La définition est générale. Même quelqu'un qui vient demander l'asile est inclus dedans. On demande à ce que les statistiques incluent les demandeurs d'asile. C'est tout à fait important. Les réfugiés et toutes ces choses-là. Tous ces gens-là, excusez-moi. On ne parle de migration et de migrants que lorsqu'on considère des flux et pas des stocks. Donc, on est migrant qu'au moment de la migration. D'accord? On ne garde pas le cachet de migrant pendant toute sa vie parce qu'on a migré une fois à l'âge de 2 ans. Donc, migrant, c'est au moment de la migration, c'est celui qui fait une migration. Après, on trouvera d'autres termes. Mais maintenant, bien sûr, si vous allez en Europe, ils ont tous découvert le mot migrant, et alors ils mettent n'importe quoi derrière tout ça, de subjectif et de problématique, et ainsi de suite. Et alors, je souhaite que l'on n'utilise pas les termes migration temporaire, définitive ou permanente. Imaginez-vous une migration permanente. La seule migration permanente que je vois, c'est celle qui va au cimetière. Ça, c'est définitif, ça. Hein? C'est définitif. Hein? Hein? Vers le paradis, c'est une migration. Oui, c'est ça, c'est celle que je dis, c'est la dernière. La dernière, vers le paradis ou vers les autres endroits selon le choix, puisqu'on a le choix. Mais ça dépend d'une question de climatisation et de température. Hein? Au paradis, c'est climatisé, mais en enfer, c'est un peu chaud. Voilà. Mais voilà, donc, moi, et temporaire, je préfère qu'on précise ce qu'on entend par temporaire. Bien sûr, on peut dire à quelqu'un, est-ce que vous avez l'intention de rester plus ou moins définitivement dans ce pays-là ou pas? Ou est-ce que vous y allez uniquement pour 2 mois? Donc, il y a des intentions, mais souvent les intentions ne sont pas rencontrées. Donc, je suis très prudent dans ces choses-là. Pour moi, on essaye de ne pas utiliser ces notions de permanent et de définitif. J'ai toujours été opposé à ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, et je ne suis pas ici pour donner des dictats, hein, on n'en est plus à ce niveau-là. Alors, à partir du moment où on dénombre ces migrations, on peut faire 2 choses. Pour un lieu donné, pour une zone donnée, pour un pays donné, je peux faire la différence entre ceux qui entrent et ceux qui sortent. Et c'est à la fois la différence entre le nombre d'immigrants et des migrants, ou entre le nombre d'immigration et émigration. Et ça donnera la même chose. Hein. Et on appelle ça le solde ou la balance migratoire. On appelle ça aussi la migration nette, ou encore le nombre net de migrants ou de migration. Tout ça, ce sont des termes équivalents. C'est juste la différence. Très intéressant à faire par âge et par sexe, par profession, et des choses comme ça. Vous verrez que les jeunes partent, les vieux retournent, ainsi de suite. Ça, c'est des choses importantes. On en parlait dans la migration interne, c'est les mêmes concepts qui peuvent être utilisés pour voir quelles régions se rajeunissent par l'immigration ou vieillissent par l'immigration. On peut faire aussi la somme des entrées et des sorties. Ça s'appelle le volume migratoire, ou la migration totale, ou le nombre total de migrants et de migration. Ça donne l'idée de la mobilité d'une région, entrée et sortie confondues. Ne pas oublier que pour le comparer, je dois diviser par la population de la région pour avoir des choses comparables. Puisque plus la zone est grande, plus il y aurait en principe de mobilité, mais pas si sûr, parce que plus on est grand, plus on peut bouger à l'intérieur sans sortir des frontières.
savez que proportionnellement, ce sont les grands pays qui ont le moins grand niveau de mobilité parce qu'ils bougent à l'intérieur. Un pays comme le Luxembourg est au maximum de la mobilité, puisque dès que vous faites un bond, vous êtes en dehors du pays. Hein, d'accord? Donc, il va y avoir un tas de migration, des transfrontaliers au Luxembourg, je ne parle pas en dehors de San Marino, de ces endroits. Non, ça va? Donc, ça c'est important. Alors, une chose, maintenant on va faire le bond vers le stock. Et quand on fait le bond vers le stock, on n'oublie pas de dire quelque chose, il faut que flux et stock soient compatibles. Chaque fois que quelqu'un entre par une migration, c'est plus 1 pour le stock. Chaque fois que quelqu'un sort, c'est moins 1 pour le stock. Et ça, l'INS le sait très bien, il faut une compatibilité, une transparence entre flux et stock que les gens voient tout de suite. La population a augmenté parce que les naissances sont plus fortes que les décès ou parce que les immigrations sont plus fortes que les émigrations. Et donc ça doit être transparent. Ce n'est pas toujours facile parce que c'est des sources différentes. Et donc on peut avoir des difficultés de mettre ça en évidence. On va sur les stocks maintenant. Donc, ce sont des personnes qui ont quelque chose à voir avec l'immigration internationale. Hein? Alors on oppose 3 catégories, 3 duos. Tout d'abord, les étrangers et les nationaux. Les étrangers, c'est ceux qui vivent dans le pays et qui n'ont pas la nationalité du pays. Ce qui permet d'éviter le problème de la double nationalité. Ils peuvent avoir une autre nationalité, on s'en fout. Ils n'ont pas la nationalité du pays. Donc on l'a ou on l'a pas. On est tunisien ou on ne l'est pas. C'est ça la dichotomie. Hein? Et donc, on peut même distinguer là-dedans ceux qui sont devenus tunisiens dès la naissance ou ceux qui le sont devenus par naturalisation, qui ont acquis la nationalité tunisienne. Donc ça, c'est l'opposition étrangers-nationaux. La deuxième, c'est natifs-non natifs. C'est ceux qui sont nés en Tunisie et ceux qui ne sont pas nés en Tunisie. Ce qui est différent, puisque dans la diaspora, il y a beaucoup de Tunisiens qui sont nés à l'étranger et qui ont la double nationalité, enfin tout ça bazar ici. Et enfin, on va trouver un terme qui est un terme de stock, qui n'est pas un terme de flux, et qui est très proche de migrants ou d'immigrants, qui est immigré et émigré. Alors là, nous sommes dans la précision de la langue française. Un immigré, c'est quelqu'un qui a immigré. Donc il l'a fait. Il l'a fait dans un passé plus ou moins récent. Et donc, c'est un événement, il l'a fait, mais il l'a fait, c'est pas maintenant, on n'est pas au moment. Donc, tous ceux qu'on va regarder aujourd'hui à Tunis et qu'on va appeler immigrés, ce sont des gens qui ont immigré dans un passé plus ou moins récent. Et on va devoir fixer ça. On va devoir dire, tiens, ils sont arrivés dans les 5 dernières années. Donc, ça va être des immigrés. Tous les Libyens qui sont arrivés suite à la révolution libyenne à Tunis, ce sont des immigrés. Et pas des immigrants et pas des migrants, ce sont des immigrés. Tous les Tunisiens qui sont partis à l'étranger dans les 5 dernières années, ce sont des émigrés. D'accord? Vous voyez bien la petite susceptibilité. Ici, nous sommes dans les stocks et nous ne sommes pas dans les flux. Hein? Ce sont des stocks de gens, tous des gens qui sont partis, et voilà, on peut les voir. Quand on va poser la question au recensement, où étiez-vous il y a 5 ans, on va savoir tous ceux qui il y a 5 ans n'étaient pas là, et on va pouvoir identifier des immigrés récents, des gens qui sont arrivés parce qu'il y a 5 ans, ils n'étaient pas en Tunisie. Voilà une façon d'approcher ces immigrés, et Nadia vous en parlera tout à l'heure avec les gens. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, et je ne vous demande pas de lire, parce qu'en plus, avec la lecture de l'écran, vous n'y arriverez pas, mais toute la... Non, ne bougez pas, ça va, on va pas faire des efforts dans ce sens-là. C'est trop compliqué, en plus c'est en anglais, vous auriez véritablement des problèmes. Hein. C'est pour vous dire tout simplement qu'on va classifier beaucoup de choses, la nationalité par naissance, par naturalisation, les gens qui sont nés, et il y en a beaucoup. Ceux qui sont intéressés pourront trouver cette typologie dans des documents que je peux mettre à la disposition. J'ai fait un guide pour la mesure des migrations dans les pays d'Afrique, et ça se trouve dedans sans aucun problème. Donc, je ne regarde pas avec vous ça, on n'a pas le temps, on a déjà pris une longueur de retard, j'avance, hein, regardez. Voilà. Maintenant, ne vous rassurez pas, vous n'avez rien perdu, hein, vous pouvez le retrouver si vous avez envie. Hein. Ceux qui ont envie de faire une insomnie, ils peuvent se lancer là-dessus, c'est un bon somnifère, il n'y a pas de problème. Alors, on va maintenant regarder il y a un groupe d'experts qui s'est réuni il y a quelques années, en 2009, à Washington, avec des gens vraiment s'occupant de statistiques de migration. Ils se sont dit, il manque des choses en matière de statistiques de migration, quels efforts devrait-on faire?
Eh bien, il y a eu 5 recommandations que je voudrais voir avec vous ici, pour voir vraiment ces recommandations, à quoi elles servent. Tout d'abord, introduire dans les recensements des questions adéquates, des questions appropriées. Et quelles sont les questions dans l'immigration, de la migration dans les recensements? C'est le pays de nationalité, et bien spécifier tous les pays. C'est le pays de naissance, toutes les naissances dans tous les pays. Le pays de résidence, 1 ou 5 ans auparavant. En Tunisie, c'est le 5 ans avant qui a été prévu. Donc, où habitiez-vous il y a 5 ans? La première arrivée dans le pays, quand êtes-vous arrivé pour la première fois dans le pays, et la durée du temps que vous êtes dans le pays. Et enfin, un module spécial qui permet de mesurer les migrations. Ça, c'est les recommandations de ce groupe de travail. Deuxième recommandation, et ce n'est pas bénin, c'est publier, disséminer et analyser les résultats. On met, et j'ai vu dans certains pays, on fait des enquêtes ou des recensements et on met un argent bête pour faire ça. Et puis quand vous regardez à la fin ce qui est diffusé sur les sites web, et encore plus ce qui est vraiment analysé et utilisé pour des supports statistiques, ça devient ridiculement petit. On est parti sur 20 Landrover pour faire l'enquête de terrain, avec un budget monstre, et puis la saisie, on a déjà dû limiter, on prend un échantillon, quoi que ce soit, puis la publication, on n'a plus d'argent pour publier, et on fait l'analyse, on n'en fait plus rien. Or, tant qu'on ne va pas jusqu'au bout, et qu'on ne fait pas une interprétation des résultats pour que le politique comprenne, ça ne sert à rien votre recensement. Donc, je tiens à faire remarquer qu'au niveau de la Tunisie, il y a un effort qui a été fait. On a déjà présenté les résultats du recensement 2014 et c'est très bien qu'on a déjà les résultats. Dans mon pays, en Belgique, on ne les aurait jamais. On attend 5 ans avant de les avoir. Il ne faut pas vous en faire. Donc, vous êtes à l'avance. Il y a un site web qui est tout à fait opérationnel au niveau de l'INS. Et donc, l'étape dissémination, elle est là. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la dernière étape de l'analyse. Aider à l'interprétation des chiffres, savoir ce qu'ils veulent dire. Et là, le statisticien doit jouer avec les académiques. C'est pour ça que tous les étudiants qui sont ici, c'est fondamental. L'INS va produire les chiffres, mais il faut la force des académiques et des étudiants pour faire des thèses là-dessus, les utiliser et pouvoir en faire quelque chose. Et les critiquer. Il ne faut pas avoir peur de critiquer et de dire « ça c'est pas bon hein, » ou « ça c'est sous-estimé ». Parce qu'ils le savent bien aussi bien que vous, mais il ne faut pas avoir peur dans une thèse d'écrire « ah là, on n'a pas la réalité des choses ». On pourrait en parler d'ailleurs avec le nombre de Libyens, n'est-ce pas Nadia, on sait ce que c'est. Hein, l'estimation du nombre de Libyens est un exemple très typique de ce qu'on peut essayer de faire. Utilisation optimale des sources administratives. Donc, à côté des outils de la statistique, qui sont le recensement et les enquêtes, il y a dans chacun des ministères des sources administratives. Les passages de frontières, les visas, les permis de séjour, l'enregistrement de ceci, il y a un tas de choses. Utilisons au maximum ces données. Voilà les exemples ici de registres, des registres consulaires à l'étranger, ça existe. Mais peut-être faut-il les améliorer. Ce n'est pas prévu pour faire des statistiques a priori. Les ministères en font des statistiques, mais pour savoir comment ils travaillent. S'ils avancent, s'ils n'avancent pas. Mais on peut en faire des statistiques utiles pour la politique migratoire, à condition de les accompagner de métadata, donc d'informations, et de les fiabiliser. Ça, c'est tout à fait crucial comme information. Donc, utiliser les données statistiques. Inclure un module migration dans les enquêtes. Ça va être fait au niveau de la Tunisie, puisqu'une enquête est prévue en 2016 pour vraiment approcher le problème migratoire. Donc, il y a un ensemble de questions qui sont prévues. Et c'est très important parce que c'est la seule façon d'appréhender les émigrés. Un émigré, par définition, il ne sait pas répondre au recensement, puisqu'il n'est plus là. Donc, il n'est pas dans le recensement. Donc, il faut trouver des astuces pour avoir une information sur lui par le biais de sa famille et ainsi de suite. Ce sont des choses qu'on essaie de faire. Et enfin, ne pas oublier d'échanger des données à l'échelle internationale, comme c'était là, de façon bilatérale, entre zone de départ et zone d'arrivée, s'arranger avec la France pour qu'il vous informe sur tous les Tunisiens en France et que vous vous informez sur tous ceux qui partent d'ici vers la France. La même chose des États-Unis et d'autres pays. Ça, c'est le bilatéral. Multilatéral, ce sont les bases de données internationales des Nations Unies, d'Eurostat, de la Banque mondiale, de l'OCDE, dans lequel il y a des données tunisiennes, dans lesquelles il faut informer. Et c'est seulement là qu'on peut commencer à voir. Si vous voulez savoir combien il y a de Tunisiens à travers le monde, vous devez vous fier sur tous les autres pays. Et donc, si les autres pays ne mettent pas Tunisie dans leur liste de pays, vous ne l'aurez pas. Donc, il faut détailler les pays dans tous les cas et arriver à des choses comme ça.
Donc chaque pays doit produire des données détaillées par pays, nationalité et de naissance. Ça, ce sont les échanges. Je signale tout de suite que ces échanges, ils doivent aussi travailler à l'intérieur du pays. Un des grands obstacles pour améliorer la situation et l'utilisation de données administratives, c'est le manque de coopération entre les ministères à l'intérieur du pays. On n'a pas des données uniquement pour soi. Si on a une problématique d'aider à développer une politique migratoire, on doit se mettre autour de la table, arriver avec ces données, les comparer et voir ce qu'on peut faire. Et il n'est plus à ce moment-là, moment de dire oui, mais c'est les données, moi je ne veux pas les donner. Hein. Et oh, c'est à moi ça. Hein. Non. Si vous collectez des données dans un ministère, c'est pour un bien public, c'est pour tout le monde. C'est pour que tout le monde y arrive. Et l'Europe a changé fondamentalement. Quand j'ai commencé avec eux, les données d'asile et toutes les données susceptibles étaient tabous. On ne pouvait pas. Il y avait que les instituts de statistiques qui pouvaient y regarder. Et encore, comme ils ne regardaient pas, les données n'étaient pas justes, parce qu'ils ne vérifiaient pas leurs données. Actuellement, si vous rentrez sur le site web de Eurostat, vous avez accès à toutes les données. La transparence et la démographie ne passeront que par la mise à disposition de tout le monde de données qui concernent tout le monde, et s'ils sont collectés d'ailleurs avec les fonds auxquels vous avez contribué. Quand on fait un recensement, c'est avec votre argent qu'on a fait le recensement, donc vous avez droit à avoir les résultats du recensement. La même chose pour les données des ministères. Bien sûr, il y a des précautions à prendre en termes de sécurité et tout ça, mais ne maximisons pas ces problèmes-là. Quand j'ai commencé en Europe, je me rappelle en Tchéquie, je m'amenais devant un colonel. En Grèce, j'avais des colonels devant moi. Maintenant, ce sont des gens qui sont tout à fait disposés à discuter avec vous de leurs données et de voir ce qu'on peut faire pour les améliorer. Il y a une évolution en Europe très très évidente dans ce sens-là. Et je pressens que c'est possible dans les pays comme la Tunisie, mais il y a un effort à faire d'ouvrir vers les autres ministères, et que l'INS doit jouer un rôle essentiel aussi là-dedans. Bon, et je ne parle pas de l'INS, je parle aussi bien sûr de l'Observatoire national des migrations qui a dans ses tâches de rassembler toutes ces données, et M. Geoffrey nous en parlera plus largement cet après-midi. Source de données sur les migrations, je vais aller très vite parce que, autrement, je suppose que Nathan n'aura plus le temps de parler. Donc, il y a du côté de la statistique, et elle en parlera, les recensements et les enquêtes auprès des ménages, et du côté des sources administratives, les meilleures que je vois sont les passages de frontières, les permis de séjour, et tout ce qui est lié à l'enregistrement de la résidence des Tunisiens. Alors, dans les sources de données statistiques, voilà les variables que l'on pose, et donc, ce que notre ami Nadia nous présentera, c'est principalement, notamment, ces logiques de 5 ans auparavant. On demande aux gens où ils étaient 5 ans auparavant. Donc on va identifier des migrations résultantes sur une période de 5 ans, parce que quelqu'un qui est parti et est revenu, ben, il ne dira rien. Hein? Donc il y a des choses qu'il faut bien savoir. On ne mesure pas exactement la migration, ce n'est pas l'événement, mais on mesure le résultat de la migration pendant 5 ans. Ça c'est très important. Et le recensement, comme je le dis, ne permet pas d'identifier des émigrés. Ça, c'est tout à fait important. Donc, on va introduire ces fameuses enquêtes que vous verrez, vous en entendrez parler d'ici un an, certainement. HMIS, c'est une enquête qui va vraiment sur 1000 ménages qui ont des gens qui sont partis à l'étranger, qui sont revenus. On va essayer de savoir tout ce qui est alentour de ça. Ça, ce sera très intéressant. Ce sera uniquement un one-shot, ça veut dire qu'elle ne se fera qu'une seule fois, mais ça va nous donner au niveau qualitatif un ensemble d'informations. Alors, dans cette, notamment un exemple de question que l'on peut poser, lorsque vous posez la question à une femme, combien avez-vous eu d'enfants et les âges, vous demandez aussi où ces enfants résident. Et si vous dites, c'est une petite colonne de plus, c'est pas plus. Et quand on sait où les enfants résident, on sait combien ils ont d'enfants en France, aux États-Unis, et ainsi de suite, et on peut avoir des informations. Donc c'est une idée. Et donc, c'est un rôle majeur, je l'ai dit tout de suite, on avance là-dessus, l'INS va vous en parler. Les sources administratives, je ne vais pas voir ça dans beaucoup de détails, parce qu'autrement, on est encore là pour le déjeuner. Donc, ministère de l'Intérieur, c'est bien sûr l'enregistrement de la population avec les cartes d'identité, notamment les passeports, la délivrance des permis de séjour pour les étrangers et les passages de frontières. C'est tout à fait essentiel. Donc, voilà, avec notamment toutes les adresses. Quand il y a une base de données sur les cartes d'identité, ça doit aussi être disponible. Et quand on vous donne un passeport, c'est aussi mis dans des bases de données. Tout ça doit être utilisé pour voir comment on peut en tirer profit pour faire des statistiques. Les permis de séjour, il n'y a pas de gros problème. À partir du moment où quelqu'un reçoit un premier permis de séjour, ça veut dire qu'il immigre dans le pays. Et à partir du moment où il ne renouvelle pas son dernier permis de séjour, ça veut dire qu'il est parti.
Donc, c'est une façon d'identifier des immigrations internationales et des émigrations internationales. Par contre, le nombre de gens qui ont un permis valide à un moment donné en stock, c'est le nombre d'étrangers qui est dans le pays, puisqu'a priori, il faut avoir un permis pour être dans le pays et qu'on exclut tous les touristes et ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a moyen d'appréhender nos statistiques à partir de ces choses-là. La gestion des frontières, je ne vais pas rentrer dans ce détail, parce que vraiment, encore une fois, on est là demain, mais je voudrais tout simplement vous dire qu'il est possible avec les frontières de savoir combien de temps vous restez dehors et dedans. Parce que maintenant, avec votre passeport en passant, on va pouvoir mettre sur une ligne tous vos entrées et sorties. Et à partir du moment où tous les entrées et sorties, des logiciels permettent de calculer directement combien de temps vous êtes en dehors, combien de temps vous... Ce n'est pas une limite à la liberté. C'est uniquement le souci de pouvoir produire des statistiques fiables. Et ceux qui passent par les aéroports seront dans ce sens-là. Maintenant, il y a toutes les frontières, les postes de frontières qui sont plutôt floues. Et j'ai eu des expériences au Liban où les gens passaient en Syrie et revenaient. J'ai eu des expériences à Chypre où vous aviez la frontière avec les deux parties de la Chypre, où ce n'était pas facile de mesurer ces passages de frontières. Hein? Donc les passages de frontières, ce n'est pas facile à utiliser, mais ça peut être très utile. Alors, rapidement, vous savez qu'il y a des informations du ministère de la formation professionnelle de l'emploi. Vous avez tout ça avec... je ne vais pas après détailler, ça j'avais noté, mais on n'a pas le temps de parler. L'OTE, évidemment, joue un rôle important sur les Tunisiens à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, et ça c'est dans les tâches de l'Observatoire national des migrations, favoriser la disponibilité des données, notamment toutes celles qui viennent de ces ministères. Améliorer la qualité des données. Et quand je parle d'actualité, si vous arrivez avec une donnée qui date de 3 ans, elle n'est plus d'actualité. Ça ne sert à rien de dire, il y a 3 ans, il y a une arrivée massive de Ghanéens. Non, il faut pouvoir le dire dans les 3 mois qui suivent pour pouvoir agir. Donc, une donnée qui n'arrive pas en temps approprié, elle devient historique et elle devient sans intérêt. Donc, la ponctualité de la production des données, la comparabilité et tout ça, c'est tout à fait important. Améliorer les processus de collecte, et on va le faire de 2 niveaux. On va réutiliser les données existantes au maximum et on va essayer de produire des nouvelles données. Je crois qu'il y a des nouvelles données qui peuvent être produites et qu'il ne faut pas ignorer. Parce qu'actuellement, et dans beaucoup de pays, les données sur les migrations internationales, ce n'est pas la chose la plus importante, parce que c'est difficile à trouver, et deuxièmement, on n'a pas les outils. Donc, si vous regardez les publications, il y a très peu de choses sur la migration internationale. Donc, il faut innover, il faut avancer dans ce sens-là. Alors, les recensements et l'enquête, par exemple, j'ai fait des suggestions à l'INS, on peut réutiliser le recensement précédent, celui-ci, on peut même coupler les deux, on peut avoir un tas de choses comme initiative qui n'ont pas encore été prises, on peut aider l'INS dans ce sens-là et produire des choses nouvelles, avec les données déjà collectées. Donc j'appuie sur le fait, ce qui est déjà collecté permet de faire encore des choses supplémentaires. Et là, des thèses de doctorat peuvent y aider. Hein? On va dire, tiens, je vais prendre les 2 recensements qui seront maintenant accessibles, on va essayer de lier et voir ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. J'ai fait ça dans d'autres pays, ça donne d'excellents résultats. Alors, les passages de frontières, je vous le dis, j'ai essayé dans de nombreux pays, et il y a moyen de calculer des choses très intéressantes, de produire des statistiques, non pas uniquement sur le nombre d'entrées et de sorties, mais aussi sur les durées, les caractéristiques de ceux qui traversent et ainsi de suite. Et notamment la durée de présence et d'absence. Si vous liez 2 passages, vous savez combien de temps la personne a été à l'étranger ou est rentrée dans le pays. C'est pas compliqué, les ordinateurs vous le font tout de suite, si c'est bien organisé. Et on pourrait identifier donc une personne, immigrant international, à son passage de frontière en disant, ben oui, il a passé la majorité de son temps la dernière année en dehors du pays, et c'est clair, d'après ses entrées et sorties. Donc, il y a moyen, sans intervention statistique quelle qu'elle soit, à partir d'un simple enregistrement des entrées et sorties, de faire l'identification des migrants internationaux et des immigrants internationaux. Je passe là-dessus. Le stock de la population étrangère, exactement la même chose. Il y a moyen, à partir des permis de séjour notamment, de savoir ce stock-là. Et enfin, les difficultés rencontrées, et je terminerai par là, parce qu'on ne peut pas imaginer que toute cette recherche de nouvelles données, que toute cette démarche ne se fasse pas sans difficulté. Alors, j'ai rassemblé en une slide toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. Hein? On les voit ensemble. Tout d'abord, on a des inconsistances dans des données extraites de la même source. On a des choses qui ne vont pas ensemble. Et on essaye de comprendre pourquoi. Et ça, c'est des choses que l'INS a tous les jours. Il y a des choses qui ne vont pas, il faut prendre des décisions. On a
pas de métadata. Qu'est-ce que c'est des métadata? Ça explique exactement la population concernée, la couverture et ainsi de suite, quand les enquêtes ont été faites, quand les questions ont été posées. Donc ça, c'est indispensable. Et là, notamment dans nos universités, on doit pousser dans ce sens-là parce que il faut comprendre ce que l'on a dans ses mains. On ne prend pas une statistique sans savoir ce qu'elle veut dire, comment elle a été construite depuis le début. Moi, je dis qu'une enquête, par exemple, si vous n'avez pas fait vous-même un ou deux exemples, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Il faut l'avoir fait même, soi-même. Et prendre des choses toutes faites, et ça je le dis aux doctorants, prendre des choses toutes faites sans aucune précaution, c'est un risque majeur de tomber dans l'inconnu. Hein. La diffusion des données, c'est important, mais quelquefois, on voit des publications où il n'y a que des données relatives. Ah, c'est toujours bien de données relatives, parce qu'on n'autorise pas la comparaison avec d'autres tableaux. Ce qu'il faut, c'est que tous les tableaux soient cohérents. Quand les données sont relatives, le chercheur va se dire, oui, mais moi je vais multiplier par la population soumise au risque, je vais essayer de retrouver la donnée absolue. Ouais, mais alors il va voir qu'en regardant la donnée absolue dans un tableau et dans l'autre, ce n'est pas les mêmes, et alors il va se trouver devant des choses. Il va aller toquer à la porte de Nadia, qui va le renvoyer tout de suite, je ne sais pas où, Nadia, on verra bien. Mais enfin, parce qu'elle sait bien que dans certains cas, on ne sait pas produire des données absolues parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Donc, mais il faut être un petit peu... L'étudiant, il doit aller plus loin. Il doit essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein? Ça va, je crois que c'est important. Alors, les catégories, les groupes, il faut voir si d'un tableau à l'autre, c'est les mêmes. Ou si d'une statistique à l'autre, c'est les mêmes. Est-ce qu'on est vraiment sur les mêmes choses? Surtout si on travaille sur des sources différentes. Est-ce qu'on est dans les mêmes choses? Et quelquefois, dans des sources différentes, on n'a pas les mêmes choix de caractéristiques. Les groupes d'âge, il y en a ceux qui prennent de 1 à 18, de 18 à 25, et ainsi de suite, puis les autres vont faire autre chose. Il y a des problèmes. La non-application des recommandations internationales, ça pose aussi des problèmes. Et les limites imposées, bien sûr, par le nombre de tableaux qu'on va pouvoir faire dans des exercices statistiques. Et je ne l'ai pas mis en dessous, la ténuité des collaborations entre les ministères et la statistique, et ainsi de suite. Ça, c'est une expérience que j'ai dans tous les pays. C'est quelque chose que l'on doit maximiser, collaborer. Et dans ce sens-là, et c'est par ça que je termine, le rôle de l'Observatoire national des migrations est un rôle majeur. Et je souhaite beaucoup de chance pour la collecte future des données de statistiques migratoires en Tunisie. Merci. À partir des définitions et du concept que vous avez présenté, et vous m'excusez, j'aimerais bien redire les concepts et les définitions en arabe, et comme ça, les publications futures de l'ENS sur le recensement seront très bien assimilées, les définitions et les concepts sont très bien acquises. Alors, pour la migration internationale, les migrants, c'est ما نسميه بالمهاجر المغادر. والإيميغران هو المهاجر الوافد. وبالنسبة للهجرة الداخلية، يعني الهجرة بين البلدان، يعني المواطن يخرج يتخطى حدود بلد معين يدخل إلى بلد آخر. هذه تسمى الهجرة الدولية. هذه الهجرة الدولية فيها عنصرين: المهاجر المغادر الذي يغادر البلد A ينتقل إلى البلد B مع تخطي الحدود، والمهاجر الوافد هو المهاجر الذي يأتي من بلد آخر البلد B يدخل إلى البلد A، وبالتالي فهو يتخطى الحدود. هذا فيما يخص الهجرة الخارجية أو الهجرة الدولية. أما فيما يخص الهجرة الداخلية فإن هناك عدة مستويات للهجرة. المستوى العام وهو الحراك العام بما فيه الدخول والخروج خارج البلاد التونسية. يعني نترك هذا جانبا ويعني نركز على الهجرة الداخلية. الهجرة الداخلية نجد يعني بالنسبة على المعهد الوطني للاقتصاد كيف يجمع المعلومات، هو كل شخص تحرك، يعني حتى انتقل من الطابق الأسفل إلى الطابق الأعلى هو قام بتحرك. ثم هناك ما نسمي الهجرة بين المعتمديات أو ما يعبر عنها interdélégation، وهناك الهجرة داخل المعتمدية ذاتها ما يعبر عنها بميغراسيون انترا ديليغاسيون،
يعني داخل المعتمدية انتقل من حي إلى آخر أو من طابق إلى طابق آخر. هو بالنسبة لنا قام بهجرة داخل نفس المعتمدية أو هجرة بين المعتمديات انتر ديليغاسيون. ثم هناك الهجرة من معتمدية إلى أخرى داخل نفس الولاية أو بين معتمدية، وتكون المعتمدية الأخرى خارج نفس الولاية. ثم ننتقل إلى مستوى ثالث وهو مستوى الولاية. هناك الهجرة بين الولايات، الهجرة الداخلية بين الولايات، وهي أكثر هجرة متداولة يعني نستعملها، وهناك ما يعبر عنها بالنزوح، ولكن هي في حقيقة الأمر ليس بالنزوح، لأن النزوح من الريف إلى المدينة وليس من ولاية إلى أخرى، لأن كل ولاية فيها الريف وفيها الحضر. إذا فالنزوح هو من الريف إلى المدينة وليس من الولايات الداخلية إلى الولايات التي تحتوي على اليد العاملة النشيطة. إذا الهجرة بين الولايات انتر غوفرنورا، وهناك الهجرة داخل نفس الولاية ما يعبر عنها بالانترا غوفرنورا داخل نفس الولاية. وهناك الهجرة بين الأقاليم الاقتصادية الكبرى، السبع أقاليم، إقليم تونس الكبرى، الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الوسط الشرقي، الوسط الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي، الهجرة بين الأقاليم. لنرى ما هي الأقاليم، لي بول أتراكتيف ما يعبر عنها باللي بول أتراكتيف ولي بول ريبولسيف، الأقاليم الجاذبة والأقاليم الدافعة للهجرة. هذا عموما يعني خريطة التحرك العام يعني بالعربية. وبالنسبة للهجرة الداخلية يعني نستعمل les sortants et les entrants, les sortants de la migration interne et les sortants de la migration interne. Ce sont les vocables les plus utilisés pour la migration interne. يعني وافد ومغادر للهجرة الداخلية. إذا يعني هنا je suis désolée de parler en arabe, mais juste j'ai précisé les définitions, les homologues des définitions qui a été présentées par Monsieur Jean-Michel pour que les publications du l'INS, etc. seront très bien assimilées, très bien utilisées dans leur contexte. Parce que généralement, le problème, je veux dire, il y a un problème de concept et harmonisation de concepts entre les différentes institutions en Tunisie. Alors, la présentation, alors je vais passer le contexte migratoire, vous le savez très bien, comme a évoqué tout le monde, c'est que nous sommes dans un contexte très spécifique en Tunisie et nous sommes obligés de produire des statistiques pour pouvoir décider. On ne peut pas décider sans les statistiques. Il y a Lord Thomas, c'est un physicien, il a dit if you want to improve it, you should measure it. إذا أردنا القياس، إذا أردنا أن نحسن يجب أن نقيس، إذا لم نقيس فلا نستطيع أن نحسن. Alors, je vais passer. Alors, moi, pour les définitions, juste, je vais préciser deux définitions. C'est le ménage et le résident qu'on a utilisé dans le recensement. Pour nous, un ménage, il y a trois critères pour le ménage. Ménage, c'est pas la famille, au sens de la statistique. Al-Usar, ménage, c'est pas la famille. Ménage, pour nous, ce sont des personnes qui vivent sous un même toit, mangent ensemble, même marmite et même source, répondant pour un même chef de ménage. C'est ça le ménage. Unité alimentaire. Unité alimentaire. Donc il y a trois critères. En l'absence d'un critère, alors on ne peut plus parler d'un ménage. وهذا المفهوم الأسر التي يعني نتعامل به في إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، يعني ليس هناك مفهوم العائلة ولكن هناك مفهوم الأسرة، le ménage. Alors, donc pour nous le résident, مفهوم الإقامة. Le résident, la résidence, c'est quoi le résident pour nous? C'est celui qui a passé ou compte passer plus que 6 mois sur le territoire tunisien. C'est-à-dire on pose la question, est-ce que elle a dit bon, je suis venue de la Libye par exemple et je vais rester ici toute ma vie, voilà, je vais rester un mois en tant que mon fils sera guéri aux cliniques, alors je rentre. Pour nous, ça c'est pas un résident, on ne remplit pas un questionnaire. Pour nous, c'est un visiteur, donc elle n'est pas comptée parmi la population
résidentes en instant T sur le territoire tunisien. Ces deux définitions très importantes pour comprendre les différentes statistiques produites par l'INS. Alors, je ne vais pas me répéter, mais il y a deux sources, les sources des statistiques. Il y a deux sources majeures. Il y a recensement et l'enquête population-emploi. C'est à côté de l'INS. Il y a les sources administratives qui représentent une richesse non exploitée. Alors, pour la migration interne, si on prend cas de la Tunisie, alors la Syrie, on a la Syrie depuis l'RGPH 1966, c'est-à-dire juste après, ça c'est après l'indépendance, mais avant l'indépendance parce qu'on n'a pas de traces. Mais dès 1966, il y a des traces, c'est-à-dire il y a des bouquins, donc nous sommes en train maintenant de numériser, mais on n'a pas encore atteint le recensement en 1966. Mais c'est un projet ambitieux au sein de l'INS pour numériser toute la documentation. Alors, quelles sont les caractéristiques qui existent concernant la migration interne? On a les caractéristiques, bien sûr, socio-démographiques, éducationnelles, économiques, mobilité, les conditions de vie de l'individu et les caractéristiques de son logement et de son ménage. Donc, c'est une étude très agréable pour voir le profil du migrant, pour voir les conditions de vie, étudier un peu les raisons pour lesquelles il a migré, les conditions de vie. Donc ça nous donne une très belle mosaïque pour faire thèse de doctorat. Hein. Alors, pour la migration internationale, les migrants, en plus des caractéristiques individuelles, c'est-à-dire logement, conditions, parce que les migrants, on le trouve dans le minage au jour du recensement. معناها هو رجع من فرنسا باش نلقيه مثلا في ولاية تونس, alors il existe. Alors on remplit pour lui toutes les caractéristiques. Et donc pour l'immigration, le RGPH fournit une batterie d'indicateurs très agréable. Et d'ailleurs, le RGPH, c'est le source, je pourrais dire, le plus intéressant d'avoir des caractéristiques immenses et de dessiner le profil de l'immigrant. Alors, le pays de résidence antérieure, l'année d'arrivée en Tunisie, la raison d'arrivée, on a ici précisé 13 modalités. On a travaillé, j'en profite de l'occasion de remercier M. Mohamed Qria qui nous a appuyé académique d'enrichir ce module pour que par la suite on fait des analyses très ambitieuses. Alors ces raisons-là, on a 13 raisons. Pourquoi? Parce qu'il y a des modalités à travers lesquelles on peut capter les gens qui ont migré clandestinement, etc. Donc c'est très riche, ça donne territoire très riche pour faire des analyses plus fines, etc. Alors, pour l'immigration al-Hijra al-Mouredia, on a inséré un module immigration depuis le recensement 2004. C'est-à-dire la recommandation dont Michel a parlé, on a inséré depuis RGPH 2004 et on a bien sûr inséré et amélioré dans le recensement RGPH 2014. Alors, quelles sont les caractéristiques qu'on collecte concernant les migrants? Bien sûr, le migrant n'existe pas sur le territoire, mais on pose la question par proxy, c'est-à-dire à sa mère, à son père, etc. Et on va voir en détail comment on pose la question pour ne pas tomber dans le double comptage. Alors, quelles sont les caractéristiques? Le sexe de l'immigrant, l'année de naissance, bien sûr l'âge, niveau d'instruction avant le départ, année de départ et pays de destination, bien sûr première destination, et le raison de son départ. Source pour les étrangers résidant en Tunisie, aussi on peut collecter des données, on va voir leur fiabilité. On peut avoir bien sûr les caractéristiques individuelles de ces étrangers résidant en Tunisie, caractéristiques du logement et conditions de vie, mustawa al-aish, indépendamment bien sûr de leur situation, que ce soit clandestin ou bien ayant des papiers, etc. Parce qu'on ne pose pas la question est-ce que vous êtes d'une manière légale dans le pays ou pas. On ne pose pas cette question pour ne pas faire tomber le recensement de l'eau. Alors,
ça c'est l'EMP. Alors, pour l'enquête population-emploi, juste je vais citer les sources et puis on va voir la viabilité de ces sources. Pour l'enquête nationale population-emploi, la périodicité de cette enquête est devenue trimestrielle à partir de 2005 ou bien 2006, je crois. La périodicité des modules migration, c'est annuel, c'est-à-dire la deuxième trimestre, c'est qu'on augmente la taille de l'échantillon, c'est 100 000 ménages au lieu de 45 000 ménages, et spécialement pour capter ce phénomène. La représentativité, c'est une représentativité à l'échelle nationale au niveau des grandes régions économiques. Alors, si on voit un peu ici la logique de l'enquête nationale population-emploi. Alors, on a par exemple l'échantillon 2012. Si on prend l'échantillon de 2013, on retourne à la moitié de l'échantillon de 2012, spécialement pour mesurer le phénomène migratoire. C'est-à-dire, on retourne aux 50% des ménages qu'on a visités en 2012 pour voir est-ce qu'il y a des personnes qui ont quitté le ménage ou bien qui ont venu au ménage pour mesurer le phénomène migratoire. Bon, ici, les sortants et les entrants. Alors, quelle est la question posée pour les sortants, les personnes qui sortent du ménage? Alors, y a-t-il parmi les individus listés pendant l'année N-1, parce que si on retourne au ménage, nos imputeurs retournent avec la liste des individus de l'année dernière. Alors, ils posent la question, où est Monsieur X? Après avoir listé les personnes, les individus qui se trouvent dans le ménage, ils disent alors, où est Monsieur X? Il n'existe pas. Oh, Monsieur X est décédé, ou bien Monsieur X est allé en France. Donc ici, on peut repérer les personnes qui ont quitté le ménage. Et on peut avoir les informations suivantes: raison de départ, pays destination, caractéristiques individuelles, conditions de vie de ménage et logement. Ça, on peut les collecter à partir de l'année N-1. Pour ceux qui ont émigré, et ça c'est le module extension qui a été introduit à partir de T2 2012, il a été piloté en T2 2012, c'est pour les personnes qui ont émigré pour le travail, durée du contrat de travail, cadre de l'immigration, c'est-à-dire à travers la TCT ou autre, activité économique actuelle de l'immigrant à l'étranger et un overview sur l'histoire migratoire de l'individu. Pour les entrants, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur vers la Tunisie, y a-t-il parmi les individus listés au début de ce questionnaire quelqu'un qui n'était pas membre de ménage pendant l'année N-1? Parce qu'il pose la question et en plus il est à la liste. Donc c'est pour détecter la bonne réponse, etc. Alors pour la personne qui est venue, nouvelle venue, alors on a toutes les caractéristiques, y compris le module sur sa trajectoire migratoire s'il a migré pour des raisons de travail. Alors, je ne vais pas, ici pour les sources administratives, on dispose en Tunisie, on a les statistiques aux frontières. Il y a une bulletin mensuel délivré à l'INS d'une manière mensuelle. Ça concerne les statistiques des entrées et sorties, ce qu'on appelle les flux à travers les frontières, par mois, par point de passage, par nationalité, etc. Cette publication est délivrée à partir du ministère de l'Intérieur à l'INS d'une manière mensuelle. Et l'INS, nous sommes en train de prendre des récaps et de le mettre dans les statistiques en chiffres, notre publication statistique en chiffres. Statistiques des permis de séjour, données sur les étrangers en Tunisie. Statistiques sur les Tunisiens à l'étranger, base de données des chancelleries à l'étranger, ministère des Affaires étrangères. Ça, je cite les sources possibles à améliorer pour en voir. Statistiques de coopération internationale, on a la NETI, la TCT, etc. Les statistiques sur les transferts, on a principalement la Banque centrale et les autres. Alors, on va voir maintenant les sources qu'on a citées. On a cité les deux sources majeures de l'INS et on a cité les sources administratives. Alors, quelles sont les limites et les défis de ces sources? Pour le PH et l'enquête, on a l'absence d'informations sur l'histoire migratoire. N'est pas clair d'avoir l'expérience de migration. La situation socio-économique avant le retour, on n'a pas. Problème d'insertion sociale rencontré à l'étranger, on ne peut pas détecter, c'est très important.
La réintégration en Tunisie des immigrants, on n'a pas des données sur ça. Et l'intention de émigrer, on n'a pas d'informations sur ça. Et on a, c'est-à-dire de bouche à oreille, mais pas statistiquement, ou bien à travers des associations, on a des Tunisiens qui viennent, par exemple, et problème d'adaptation, etc., ils retournent vers les pays dont ils viennent. Pour l'immigration, c'est-à-dire les Hijra al-Mughadira, il y a une sous-estimation des ménages qui partent avec la totalité des individus. On n'arrive pas à capter ces ménages-là. L'immigrant clandestin peut ne pas être compté. C'est-à-dire il a peur de mentionner, de donner ses données, etc. Il peut s'échapper du recensement. La situation post-migration, on ne sait pas. L'insertion de l'immigration dans la société d'accueil. On n'a pas de statistiques sur ça. L'intention de migrer, une autre fois. Le processus de la décision de migrer. Le profil de l'immigrant elle-même. On n'a pas le profil de nos immigrants à l'étranger. Les étrangers résidant en Tunisie, le RGPH se base sur la déclaration des gens, c'est ça le concept du recensement. Alors il y a une possibilité de la non-déclaration de certains ménages. Durée de séjour non couverte dans le recensement. Alors, voilà Michel, on se critique. Hein. Alors, pour les données administratives, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais c'est une richesse, malheureusement, sous-exploitée, pour ne pas dire non exploitée. Il y a un manque ou absence parfois de coordination entre institutions. Et c'est un obstacle majeur. Et l'obstacle vraiment le plus majeur, c'est l'absence d'harmonisation des définitions et des concepts au niveau national. Lorsque je parle, c'est ça vraiment, je crois, c'est le volet sur lequel il faut travailler en tant qu'académique et administration pour pallier. C'est le premier step à franchir et après on passe à la coordination, etc. Et c'est le rôle de Sichokri d'harmoniser ces concepts et Alors, pour la migration interne, dans le recensement, pardon, parce que Michel a mangé tout, avalé tout longtemps, hein, donc je m'excuse. La migration interne, pour le RGPH 2014 et même pour le RGPH 2004, etc., on mesure la migration sur 5 ans. C'est-à-dire, on pose la question, êtes-vous, c'est-à-dire dans cette localité durant les 5 années passées? Généralement, on relie les 5 ans avec un événement bien déterminé. Par exemple, je crois au recensement 66 ou 76, on a relié ça avec les inondations qui ont eu lieu en Tunisie. Au recensement 1994, on a changé la périodicité à 7 ans pour connecter avec le 7 novembre 1987. C'est ça, 1987. Mais cette fois-ci, on a voulu lier avec la révolution, mais 3 ans, c'est une période courte pour couvrir. Alors, on s'est fixé à 5 ans et on a essayé de faire des repères très bien particuliers dans chaque région. Alors, on a les entrées et les sortants par localité. Et les localités, on a gouvernement, irrigation, secteur et l'immigration dont j'ai déjà parlé, les différents types de mobilité à différents niveaux. Alors, je passe maintenant pour quelques slides. C'est pas un avant-goût, mais parce que prochainement, vous auriez une matrice 264, c'est ça, sur 264. Alors, ici pour la migration interne, généralement, c'est similaire aux pyramides de la Tunisie, c'est-à-dire on a la ventre entre 20 jusqu'à 35, il y a cette ventre-là, c'est-à-dire les personnes en activité, en âge de l'activité, qui sont plus mobile et plus, ça
c'est la migration intergouvernementale, c'est-à-dire entre Beina et Wilayat. On voit que ici, la catégorie d'âge, en âge d'activité, et jeunes plutôt, sont le plus touchés par la mobilité. Et la base, elle est trop grande parce que ça, c'est généralement, c'est joindre famille. La raison, c'est joindre famille. Les enfants qui joignent leur mère et leur père. Alors, ici, on voit par groupe d'âge. Voilà, toujours ici, c'est une exception parce qu'il y a des enfants qui joignent leur famille. Mais généralement, on voit entre 15 ans et 39 ans, il y a cette pique-là. Entre 25 et 35 ans, c'est la majorité qui sont trop mobiles en Tunisie et qui migrent le plus. Et bien sûr, c'est très clair et net, c'est la recherche d'emploi dont accapare le pourcentage le plus élevé en termes de raisons de migration. Si on voit ici par les entrants de la migration intergouvernementale, parce que la migration intergouvernementale, on a les entrants et les sortants. J'ai pris ici le diapo des entrants. On voit ici les pôles attractifs, Grand Tunis, Tunis, Aliana Ben Aous, Nebel, et on a le centre Est qui est Sousse, Monastir et Sfax. Mahdia, c'est un peu donc elle-même. Et ici, les régions ici, on fait l'autre graphique, c'est-à-dire les sortants de la migration intergouvernementale, on trouve les pics ici. Par exemple, le gouvernorat de Gassiri, je crois, ou bien de Gassiri, pendant les 5 années, perd aux alentours de 5000 personnes par an. Le gouvernorat de Jandouba, entre 2009 et 2014, chaque année, perd aux alentours de 3000 personnes. Et c'est pour ça la croissance est négative pour le gouvernorat de Jandouba. Et les gouvernorats de centre-ouest, c'est-à-dire Sidi Bouzid, Gassirine et Kourouan, la croissance est positive. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'immigration, mais parce que les maires là-bas, c'est notre trésor d'avoir des enfants. C'est notre matmour pour avoir le potentiel يعني مازال ويولدوا taux de natalité très élevé, Masha'Allah. Donc c'est pour ça que donc c'est ça. Si par exemple le niveau de natalité est le même pour Tunis ou bien pour on aura ces graphes là au-dessous du zéro. Donc c'est ça. Donc la migration interne influe beaucoup sur la structure de la population dans les régions. Ok, donc on passe à la migration internationale. On passe à la migration internationale, encore quelques slides. Si on voit ici le pyramide d'âge pour la population, pour les immigrants, les personnes qui ont migré pendant les 5 dernières années, c'est-à-dire entre 2009 et 2014. On voit ici, primo, que la migration reste masculine par excellence, avec une hausse un peu, on peut dire, pour la catégorie d'âge 25-29. Et bien sûr, on voit ici la catégorie d'âge, c'est la jeunesse qui part spécialement de la Tunisie vers l'extérieur du pays. Si on voit ici la distribution des immigrés par pays de destination. Donc la France, c'est la première destination. Parce que la question c'est, au moment du passage, on pose la question, où se trouvent les migrants? Par exemple, il a mis le premier pas en Italie. Mais après, maintenant, au moment du passage, où il se trouve? Il se trouve en France. Alors, on trouve, ça c'est 37% de ces immigrés se trouvent en France, 16% en Libye, Italie 11,5% et les autres pays. Ici, si on voit, parce qu'on a posé la question, il faut exclure ici le 2009 et le 2014. Parce que le 2009,
question. Avril 2009. Donc, avril 2009. Donc ici, le 2009 et le 2014, ça force un peu le graphique. Mais on voit ici le pic. Le pic en 2012 était sorti pour la France et la Libye, le pic était en 2013. Ça pose plusieurs questions, bien sûr. Alors, si on voit ici la distribution des immigrés par groupe d'âge entre avril 2009 et toujours avril 2014. On peut voir ici la bosse. La bosse qui se trouve pour la catégorie d'âge 25-29. Malheureusement, les graphiques ne sont pas clairs, mais on voit la pique ici, c'est la Libye. Ça, c'est la France, ça, c'est la Libye, et ça, c'est l'Italie. Donc, on voit les pics 20-24, c'est... non, pardon. Non, c'est... Parce que les couleurs, la Libye, c'est la première, la France, la deuxième. Ok. Donc, ce qui trouve au milieu, c'est la France. Et ce qui trouve ici, c'est la Libye. L'autre, c'est l'Italie. Donc, les pics sont vers la France. Heureusement. Il faut changer. Alors, si on fait la distribution des immigrés par niveau d'instruction, aussi couleur et pas. Ok, on commence par les néants. Les néants, c'est 4%. On commence par le 4% néant, 32% primaire et premier cycle de base, 40% secondaire et 24% supérieur. Et si on fait la distribution par pays, destination et catégorie d'âge, on va trouver une autre mosaïque. La migration internationale à travers le RGPH, ici, c'est l'immigration. On voit ici, je ne sais pas que c'est clair ou pas, on trouve ici les zones, le sud par excellence, bien sûr, c'est l'immigration. On a ici les régions. Si on compte, il faut, par rapport à la population du gouvernorat, il faut compter ça. Si on passe par exemple à... Il y a des stades qui sont... Donc c'est ça, si on fait l'inverse, c'est-à-dire les retours, on va trouver ici l'immigration, on le trouve pratiquement dans tous les gouvernorats. Mais si on fait le contraire, c'est-à-dire les entrants, on va trouver une concentration Grand Tunis et le centre-est, c'est-à-dire sous Monastir et ça. C'est-à-dire qu'ils partent de tout le gouvernorat et en retournant avec le devise, ils s'installent dans les gouvernorats déjà développés. Donc ça pose un problème de la participation de nos immigrants dans le développement local. Alors, ça c'est... Ça, c'est... Ok, pour l'immigration, ça c'est le pyramide d'âge. On trouve ici qu'il y a votre intention, si Mohamed. Les moins de 15 ans... Non, les moins, parce qu'au moment du recensement, on a dit qu'il y a un retour massif des femmes avec leurs enfants, parce que la situation économique en Europe devient un peu sévère, etc. Eh bien, elle est administrée par le recensement. Voilà, les moins 15 ans représentent une majorité pour les immigrants, pour les personnes qui retournent au pays. C'est confirmé. Alors, la distribution ici des immigrés par pays de provenance. Alors, la France, c'est 24%, l'Italie, la Libye, l'Arabie Saoudite, les pays africains et autres pays européens, l'Allemagne, l'Algérie. Ici, j'ai d'une manière croissante. Alors, on trouve la Bretagne. Mais on a, ne vous en faites pas, Michel, on a tous les pays du monde, même la Somalie.
l'exception des immigrés. Je parle de ton Là, je m'excuse, j'ai fait copier-coller, mais j'ai pas changé l'immigré. C'est l'immigré, je vais changer. Alors ça, c'est le graphique. Aussi, on a un truc en 2013. Le retour de la France. On a un retour massif en 2013 de la France. C'est-à-dire le 2013, entre 2010, 2011, 2012 et 2013, on a un retour massif en 2013. Merci. Dire que ce contexte national n'est pas le même d'un pays à l'autre. Donc la transposition de ces choses que l'on décide au niveau national, au niveau local, pose des problèmes majeurs. Et pas uniquement en Tunisie, partout. Ça c'est très important. Pour te donner un exemple, les recommandations sont trop orientées pays d'immigration. Et moi j'ai bataillé en Europe pour leur dire, écoutez, il faut aussi penser que les nouveaux arrivés comme la Bulgarie, la Roumanie notamment, sont des pays d'émigration. Et que donc des informations sur les immigrés, ça serait intéressant. Alors qu'ils n'en avaient pas envie du tout lorsqu'on parle de la France, de la Belgique et tout ça. Donc, il y a des perceptions nationales qui sont très différentes, dues à l'histoire différente des pays. Et donc, la transposition des recommandations internationales dans chacun des pays doit faire l'objet d'un effort particulier. Et on est loin d'être au bout du compte. Hein. On est loin. Et ce n'est pas uniquement une question de traduction dans la langue nationale. Ça, c'est encore, je vais dire, secondaire. Alors, pour le deuxième sujet, bon, tout d'abord, on va oublier le terme migrant illégal. Donc, on a bien compris que ça, c'est pas un terme qu'il faut retenir. Donc, il y a, si tu veux, dans ce flou artistique de ceux qui ne sont pas saisis dans les statistiques, il y a tout d'abord les clandestins, ceux qu'on a dans aucune statistique, parce que, par définition, ils n'apparaissent pas. Ça, ce sont les gens dont on ne sait pas qui sont là. Alors, il y a des méthodes indirectes qui permettent, via les accidents, via les fréquentations scolaires, il y a un tas de méthodes complètement indirectes qui permettent de mesurer le niveau, le nombre de clandestins. Mais je n'ai pas encore vu un pays dont la statistique incluait dans ses statistiques, dans ses chiffres, un nombre de clandestins. À un moment donné, en Italie, il y a quelques 20 ans, on disait qu'un étranger sur deux en Italie était clandestin. Moi, j'ai même rencontré le représentant officiel des Sénégalais clandestinement en Italie. Hein, donc, il y a des choses qui étaient vraiment... on a changé beaucoup en Italie depuis, mais dans les années 90, c'était véritablement... Bon. Donc, les clandestins, on les oublie, ce sont des méthodes complètement différentes. Alors, il y a tous les groupes qui ne sont pas comptés dans la population, par exemple, de résidence habituelle, parce que ce sont des demandeurs d'asile. Alors, ils ne veulent pas les compter. Et maintenant, dans beaucoup de pays, on est obligé de les compter, mais on les compte dans un box à part. Hein. Donc ça, c'est les demandeurs d'asile. Les réfugiés, là, ce sont des étrangers exactement comme tout le monde, parce qu'ils sont déjà reconnus, ils arrivent comme réfugiés. Il y a aussi les gens qui dépassent leur permis de séjour, qui sont donc devenus en situation irrégulière, ils sont connus, parce qu'ils sont déjà dans l'ordinateur, et on voit qu'ils ont passé leur permis de séjour. La seule chose, c'est savoir s'ils sont toujours dans le pays ou s'ils ne le sont pas. Donc, il y a un ensemble de groupes que l'on doit pouvoir identifier, qui sont liés à des dispositions légales, et donc on doit pouvoir suivre le groupe. Il y a des efforts qui ont été faits, puisque maintenant on a inclus les demandeurs d'asile, on a toujours inclus les réfugiés dans les statistiques. Mais les demandeurs d'asile sont maintenant avec des statistiques vraiment spécifiques au niveau de l'Europe, et on sait la longueur de la procédure, combien ont été acceptés, et ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait important. Donc, mais les illégaux, les migrants illégaux, deux termes que je préfère oublier, et les clandestins, ben ça, bonne chance, il faut essayer de faire quelque chose. Voilà. Juste une clarification pour madame. الفرق بين النزوح والهجرة الداخلية. بس كسي النزوح هو من يأتي من الريف المدينة أو كل ما يتعلق بالهجرة الداخلية يسمى نزوح. نفو كلاريفي النقطة هذه. الهجرة الداخلية هي النزوح ولا ثم فرق بين s'il y a une différence entre la migration interne et le nuzouh. C'est ça. Si on va garder le mot nuzouh, il faut défendre ce mot parce qu'il a une mauvaise connotation. Ou bien on doit le changer par الهجرة الداخلية.
Bon, juste une nouvelle, c'est à l'Observatoire national, on a commencé d'élaborer un glossaire tunisien, entre guillemets, comme bon, dans les mots aussi, il y a des migrants et des immigrants. Comme il a dit Michel un jour, il faut tunisianiser quelques concepts pour qu'ils soient tunisiens. Juste pour ça, merci. Voilà, je voudrais savoir si au niveau de l'INS, des efforts supplémentaires et de nouveaux modules ont été introduits pour montrer tout d'abord les effets de la révolution, que l'on pourrait peut-être mieux cerner à travers qu'on a pu mieux cerner à travers le recensement de 2014. Également, est-ce que des efforts supplémentaires ont été faits pour encore mieux introduire la dimension genre? Je sais que il y a une grande prise de conscience à ce niveau-là, mais est-ce que tout a été fait? De même, est-ce qu'on a essayé de mieux connaître, de mieux cerner le profil de la population libyenne et de la population syrienne actuellement en Tunisie? Voilà. Vous me rappelez d'une je ne sais pas, anecdote, ou bien l'un de nous sommes en réunion, etc. Et l'une de nos chères, elle explique comment c'est la femme. Elle a dit bon, les femmes à Tunis, c'est ça, et les femmes rurales. Et j'étais vraiment, c'était une confusion, mais parce que nous parlons de 4 ou 5 gouvernorats sur lesquels on va travailler sur la femme et son insertion dans la vie politique, etc. On a Tunis et on a 3 gouvernorats de l'intérieur. Elle dit Tunis, la femme de Tunis c'est la femme rurale, la femme de Tunis c'est la femme rurale. Donc je me dis, il faut d'abord harmoniser les concepts. C'est quoi pour toi une femme rurale? Elle m'a dit la femme rurale qui vient des gouvernorats de l'intérieur. Je lui dis non, gouvernorat de l'intérieur, il y a l'urbain et le rural. Il y a la femme rurale et il y a la femme qui vit dans le milieu urbain. À Tunis aussi, Tunis c'est 100% urbain, mais à l'Ariana, il y a une femme rurale et il y a la femme dans le milieu urbain. Donc il n'y a pas de relation entre les gouvernements à l'intérieur et il n'y a que les femmes rurales. Donc il y a un problème d'harmonisation de concepts. Alors, nous c'est du milieu rural au milieu urbain, que ce soit dans un même gouvernorat, ou bien d'un gouvernorat à l'autre, ou bien, donc il faut juste cadrer. نزوح في داخل نفس الولاية، نزوح داخل نفس المعتمدية، لأن هناك معتمديات فيها الريف والحضر. Juste, il faut préciser la localité de migration, de l'exode rural. Exode rural, oui. Concernant l'INS, l'effort qui a été fourni dans le recensement RDPH 2014, c'est une occasion d'ailleurs. Oui, dans les enquêtes population, l'effort qui a été fourni au niveau de l'RGPH 2014, c'est qu'on a maintenant, on n'attend plus la publication, le livre, parce que c'est un processus lent, etc. On fournit les données sur les sites directement, et maintenant vous pouvez trouver une première publication, c'est un avant-goût qui englobe toutes les caractéristiques au niveau des délégations. Et vous pouvez aussi trouver maintenant sur le site aussi la population, la population par sexe, les ménages, les logements à l'échelle du secteur délégation et gouvernorat. Et c'est très important et d'ailleurs c'est un premier pas. Et Inch'Allah, fin de ce mois, let's say septembre, il y aura 24 publications, 25 nationales et 24, une publication par gouvernorat, où il y a dans chaque publication toutes les données, logement, ménage, socio-démographique, éducationnel, etc., par délégation pour chaque gouvernorat. On aura vraiment, il y a un grand chantier, et même, c'est
avons le plan de dissémination, par exemple, de ces 24 livres, c'est décembre 2015, mais comme a dit Michel, la qualité se dégrade avec le temps. Donc nous sommes en train de courir avec le temps, de fournir les données dans un temps opportun et fiable, surtout qu'on se prépare maintenant pour faire la planification, le plan, etc. Au niveau donc nous avons besoin de ces données-là. Pour faire la planification, etc. Et pour l'aspect genre, je suis avec le genre, mais toujours je dis, je ne comprends pas le genre. Pourquoi? Parce que depuis le recensement 1966, ça c'est après l'indépendance, toujours on diffuse les données par sexe. Par sexe. C'est-à-dire, il n'y a pas un tableau de l'INS par sexe, qui ne se trouve pas par sexe. Donc, l'aspect genre, c'est-à-dire l'analyse qui se cache derrière, je crois. Donc, il y a toutes les données de l'INS sont disséminées par les lieux, par genre, par sexe, et donc je crois que, je ne sais pas s'il y a une recommandation bien précise ou bien une demande spécifique. L'INS est là pour traiter cette demande spécifique. Et j'en profite de l'occasion pour appeler nos collègues académiciens. Juste une chose, on a la projection de la population tunisienne jusqu'à l'horizon 2034 déjà sur le site. Et ce travail a été fait en collaboration étroite avec les académiciens de l'université. C'est un progrès pour nous. Je vous appelle comme institution, comme académicien, etc., de voir notre questionnaire, de nous pousser à vous fournir les données nécessaires. Parce qu'au moment de la création, au moment nous sommes, parce que le questionnaire de recensement, il y a aux alentours de 180 variables qui peut être distribuées et croisées avec immenses variables. Au moment de création du questionnaire, on invite tout le monde, toutes les institutions, parce que c'est le questionnaire, c'est le budget de l'État, c'est le questionnaire de l'État. Alors, au moment de création du questionnaire, il y a parfois on se dispute, tout le monde veut un peu, c'est-à-dire insérer cette module, veut insérer cette question parce que c'est primordial, parce que c'est vital, parce que j'en sais pas quoi. Et lorsqu'on collecte les données sont là. Pratiquement, il n'y a pas, c'est-à-dire on dissémine ce que nous avons, on dissémine notre plan de tabulation. C'est-à-dire ce que, suivant les recommandations internationales de tabulation classique. Et un peu de ijtihadat de notre part lorsqu'on, qu'est-ce qui se trouve sur Serha, Tawa, etc. Donc, il n'y a pas, par exemple, une institution qui vient et dit oh oui, notre module qu'on a inséré, je veux mon module désagrégé ou agrégé ou je ne sais pas quoi, et il tape à la porte, quand je fais les séances, on dresse un tableau, etc. Il n'y a pas ça. Pour être très clair. C'est ça. Donc on vous appelle à nous disturber. Déranger, voilà. Déranger. Juste si je peux, on me dit que... Voilà, on m'a dit que j'avais le droit de faire juste une toute mini intervention. C'est pour essayer d'assurer la coordination aussi avec la présentation d'hier, parce qu'on a entendu des discussions de concepts et de terminologie qui étaient parfois conflictuels. Donc je pense que c'est important que vous compreniez comment utiliser ces concepts dans les différents domaines. Donc il a été précisé très bien aussi par M. Poulin ce matin. Le but des définitions juridiques est un peu différent du but des définitions qui sont utilisées pour la récolte des données. Le but de définition légale, c'est surtout d'assurer une protection qui soit la plus étendue possible des personnes qui sont impliquées dans le contexte migratoire. Quand il y a des définitions internationales qui sont très claires, je pense que ces définitions sont suivies aussi pour le but de la collecte des données. Par exemple, la définition de réfugié est, je pense, utilisée aussi dans le contexte des statistiques, alors que quand les définitions sont un peu moins claires, comme on a vu hier pour la définition des migrants,
alors il est nécessaire d'adopter une terminologie qui est plus spécifique au fond de la collecte des données. Mais il faut quand même garder à l'esprit le fait que ces définitions qui sont utilisées à des fins statistiques ne sont pas forcément en ligne avec le but de protection des personnes. Par exemple, les définitions qu'on a vues ce matin ne prennent pas forcément en compte les personnes qui sont en route et qui devraient aussi être protégées par le droit international. Donc c'est pour cela que la définition que je vous ai présentée hier, qui n'est pas vraiment une définition, mais qui a une discussion en cours sur ce qui devait rentrer dans le groupe de migrants, propose une approche qui est beaucoup plus large à ces groupes de personnes. Voilà, merci beaucoup.